En août 1998, 5 touristes étrangers débarquèrent dans le sud de la France, munis de sacs à dos légers, d'appareils photo argentiques et d'un projet simple: parcourir des sentiers peu fréquentés entre les Alpes de Haute-Provence et des villages oubliés du temps. Ils ne recherchaient ni le luxe ni les guides touristiques. Ils aspiraient à de vieilles cartes, des chemins de terre et le silence. Le groupe était composé de Daniel Whitaker, un photographe américain obsédé par les paysages inhospitaliers; Claire Moreau, une étudiante française en archéologie qui connaissait des histoires locales peu connues; Lars Holm, un documentariste norvégien; Sofia Mendes, une Brésilienne qui écrivait un livre sur le tourisme alternatif; et Ethan Cole, un ingénieur britannique passionné de cartographie historique. Le contraste entre eux était frappant. Daniel était impulsif, toujours en avance sur son temps, notant le moindre détail. Claire était méthodique, emportant des notes sur les ruines romaines et les forteresses médiévales oubliées. Ethan, lui, se fiait uniquement aux coordonnées précises. Sophia préférait discuter avec les habitants. Lars filmait tout, même quand personne ne le remarquait. Le projet initial était d'explorer une région montagneuse, près du parc national du Mercantour, mais hors des sentiers balisés. Ethan avait trouvé des références à un ancien itinéraire emprunté par les contrebandiers au XIXe siècle, mentionné dans des documents fragmentaires de cartographie militaire française. Ce sentier n'apparaissait pas sur les cartes modernes. Ils ont prévenu leur famille qu'il serait injoignable pendant quelques jours. Rien d'inhabituel en 1988, année où les téléphones portables fonctionnaient encore mal en montagne. Le troisième jour, une tempête soudaine s'abattit sur la région. Des vents violents, un brouillard épais et une pluie continue pendant près de 20 heures. Le lendemain matin, le groupe était introuvable à l'endroit où il était censé traverser le village de Saint-Martin d'Entrône. L'alerte a été émise 2 jours plus tard. La gendarmerie nationale a lancé des recherches intensives. Des hélicoptères ont survolé les pentes abruptes, des chiens renifleurs ont ratissé les sentiers, des volontaires ont fouillé les ravins, en vain. Pas de sac à dos, pas d'appareil photo, pas de corps. Les recherches ont duré des semaines, puis des mois. L'hiver approchant, l'opération a été interrompue. Officiellement, l'affaire a été classée comme une disparition en zone montagneuse avec un probable accident mortel. Mais il y avait des incohérences. Les cartes trouvées dans la voiture de location indiquaient une zone différente de celle officiellement communiquée par le groupe. Une note de Claire mentionnait des structures souterraines antérieures à l'époque romaine. Ethan avait noté des coordonnées qui ne correspondaient à aucun sentier connu. Et il y avait un détail que peu ont remarqué. La voiture était garée parfaitement alignée, verrouillée, sans aucune trace de précipitation. À l'intérieur, une pellicule non développée se trouvait encore dans l'appareil photo de rechange de Daniel. La famille réclamait des réponses. La presse française a brièvement couvert l'affaire. Les gros titres sont apparus et ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus. Les touristes étrangers disparaissent dans les Alpes. La tempête a peut-être causé une tragédie. Les autorités mettent fin aux recherches. Avec le temps, le silence s'est imposé. 20 ans se sont écoulés. En 2018, une société privée d'analyse géospatiale a commencé à utiliser des images satellites à haute résolution pour cartographier les changements environnementaux dans la région des Alpes françaises. Le projet consistait à comparer d'anciennes données avec des données récentes afin d'identifier les changements géologiques et les risques de glissement de terrain. En analysant des images historiques numérisées datant de 1998, un analyste nommé Julien Arnaud a remarqué quelque chose d'étrange. Dans une zone reculée, loin des sentiers battus, une marque géométrique inhabituelle est apparue, une forme presque rectangulaire, visible uniquement sur des images prises plusieurs jours après la tempête de cette année-là. Sur des images ultérieures, prises des mois plus tard, la marque avait disparu sous la végétation et les sédiments. Curieusement, Julien a superposé les anciennes coordonnées aux actuelles. La formation était située exactement dans la région indiquée par les notes d'Ethan. Il a agrandi l'image. Ce qui semblait être une simple clairière révélait des contours trop symétriques pour être naturels.
et au centre, 5 taches sombres s'alignaient avec une précision troublante. Julien a d'abord pensé aux ombres projetées par les rochers. Mais les proportions ne correspondaient pas. Il en a informé son supérieur. L'entreprise a décidé d'approfondir l'analyse. Elle a utilisé la technologie de balayage par radar à pénétration de sol, combinée à une modélisation topographique récente. Le résultat fut choquant. Sous la surface, on décelait les traces d'une cavité structurelle, non naturelle. Quelque chose qui ressemblait à une ancienne construction souterraine, partiellement effondrée après la tempête de 1998. Et à l'intérieur, 5 volumes distincts. L'affaire, qui avait été mise de côté pendant 2 décennies, a refait surface de manière inattendue. Lorsque l'information parvint aux autorités françaises, la gendarmerie rouvrit discrètement les archives. La presse n'était toujours pas au courant, mais quelqu'un a divulgué l'image originale. Quelques jours plus tard, les forums en ligne se sont emparés du sujet. Les internautes ont comparé les coordonnées avec d'anciens récits concernant la région. Des historiens locaux ont évoqué des légendes oubliées sur des tunnels médiévaux utilisés lors de conflits religieux. L'histoire qui avait disparu en 1998 revenait en force, sous forme numérique. Et la question qui résonna était simple et troublante. Que s'est-il réellement passé pour les 5 touristes sur cette montagne? La région où le groupe a disparu n'était pas un simple tronçon isolé des Alpes françaises. C'était une zone marquée par des strates d'histoire mal documentées. Près du parc national du Mercantour, cette zone montagneuse recelait des vestiges de la présence romaine, des forteresses médiévales oubliées et des passages utilisés lors des guerres de religion du XVIe siècle. Cependant, nombre de ces structures n'ont jamais été officiellement répertoriées. En 1998, Claire le savait. Fille d'un professeur d'histoire lyonnais, elle a grandi bercée par les récits de constructions souterraines antérieures à l'occupation romaine officielle. Certains documents évoquaient l'existence de chambres creusées dans la roche, servant de lieu de stockage, de refuge ou de site pour des rituels païens. Rien n'a été prouvé. Aucune fouille officielle n'a été menée. Quand Ethan découvrit des références à une ancienne voie sur les cartes modernes, Claire fit immédiatement le lien avec les légendes locales. Elle n'en parlait guère aux autres, mais elle gardait sur elle des copies d'articles universitaires et des cartes dessinées à la main. Daniel, en revanche, se fichait de l'histoire. Ce qui l'attirait, c'était l'isolement extrême. Il recherchait des images rares, des paysages que presque personne n'avait photographiés. Plus l'endroit était inaccessible, mieux c'était. Son comportement impulsif engendrait souvent des tensions avec Ethan, qui préférait les itinéraires calculés et prévisibles. Lars les observait avec un intérêt presque clinique. Son documentaire initial portait sur la quête d'authenticité dans le tourisme alternatif. Mais au fil du voyage, son point de vue a évolué. Il a commencé à enregistrer discrètement des conversations sur la peur, l'isolement et les décisions risquées. Le silence des montagnes semblait influencer le comportement du groupe. Sophia servait de lien entre eux. Avant la randonnée, elle discutait avec les habitants, leur demandant de raconter des histoires locales. Dans un petit café de Saint-Martin-d'Entraunes, un homme âgé a mentionné quelque chose qu'elle a fini par noter dans son carnet. Il y a des endroits dans les montagnes qui n'aiment pas être découverts. Il n'a pas donné d'explication. La région possède également un passé moins folklorique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des zones reculées des Alpes servirent de refuge aux résistants français. Des tunnels de fortune furent creusés. Certains s'effondrèrent. D'autres furent tout simplement abandonnés. Ethan le savait, mais ses notes indiquaient quelque chose de plus ancien. Des coordonnées relevées dans des archives militaires du XIXe siècle pointaient vers une anomalie topographique, une légère dépression dans le terrain qui n'apparaissait pas sur les cartes actuelles. En 2018, en approfondissant son analyse d'images satellites, Julien Arnaud a commencé à recouper ces données avec des données historiques de la région. Il a ainsi découvert qu'en 1872, un rapport militaire mentionnait des structures souterraines instables à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. Le document était incomplet.
La société de géomatique a décidé de faire appel à une experte externe, Amélie Fournier, archéologue à l'Université Côte d'Azur. Après analyse des images, elle a constaté que la forme de la cavité détectée ne correspondait pas à celle des grottes naturelles habituelles des Alpes calcaires. Les lignes étaient trop droites. Elle a également remarqué quelque chose d'inquiétant. La zone semblait avoir été partiellement isolée par des sédiments récents, probablement une conséquence directe de la tempête d'août 1998. Entre-temps, les familles des disparus ont été discrètement informées de la réouverture de l'enquête. Daniel avait un frère qui n'a jamais cru à la thèse de l'accident. Sofia a laissé derrière elle une sœur au Brésil, qui a tenu pendant des années un blog actif, réclamant de nouvelles investigations. La réouverture a ravivé de vieilles blessures. La gendarmerie a dépêché une équipe technique pour vérifier le site identifié par les images. L'accès était difficile, car aucun sentier moderne ne passait à proximité. Un hélicoptère a été nécessaire pour transporter du matériel de terrassement léger et des capteurs de stabilité. Lors de l'évaluation initiale sur place, un détail a immédiatement attiré notre attention. La végétation de cette zone était différente de celle des zones environnantes. Le sol semblait plus compact, comme s'il avait été artificiellement tassé avant d'être recouvert de sédiments naturels. Amélie a demandé un forage exploratoire. La foreuse a rencontré une résistance à une profondeur inférieure à 3 mètres. Pierre taillée. Non pas de la roche naturelle fracturée, mais une surface lisse. Entre-temps, les journalistes ont commencé à recevoir des informations fragmentaires. Sur les forums en ligne, on débattait déjà de différentes théories, cultes secrets, bases militaires cachées, expériences abandonnées, abris médiévals oubliés. Le discours public commençait à devenir incontrôlable. Mais ce qui troublait le plus Amélie, ce n'était pas la structure elle-même. Il s'agissait de l'alignement détecté sur les images de 1998, 5 formes disposées côte à côte. Si c'étaient bien les corps, cela signifiait qu'ils n'étaient pas tombés par hasard lors d'un glissement de terrain. Quelqu'un ou quelque chose les a mis là. Et la tempête n'a fait que confirmer ce qui était déjà arrivé. La seconde expédition sur le site n'avait plus le caractère exploratoire de la première visite technique. Des tensions institutionnelles étaient désormais apparues. La gendarmerie nationale a bouclé la zone en élargissant son périmètre. Aucune information officielle n'a été diffusée, mais des drones non autorisés ont commencé à survoler la région. Des journalistes se sont installés dans les villages voisins. Les théories se sont multipliées. Le 3e jour de fouilles contrôlées, l'équipe a mis au jour une surface de pierre taillée. Il ne s'agissait pas de l'entrée d'une grotte naturelle, mais d'un plafond, un plafond effondré. La tempête de 1998, conjuguée à une instabilité géologique, a probablement provoqué l'effondrement partiel de la structure. Cependant, les découpes dans la pierre révélaient une technique ancienne, des blocs ajustés et non des pierres extraites au hasard. Amélie entra en conflit direct avec le commandant de l'opération. Elle souhaitait préserver le bâtiment en tant que site archéologique potentiel. La police, quant à elle, exigeait un accès immédiat à l'intérieur pour vérifier la présence éventuelle de restes humains. La décision était pragmatique. Ouvrir une ouverture latérale avec un impact structurel minimal. Entre-temps, d'anciennes archives ont commencé à refaire surface. Un historien local a envoyé à l'équipe une copie numérisée d'un manuscrit du XVIIe siècle mentionnant des abris en pierre sous la montagne d'Antrauns, utilisés par des groupes religieux dissidents lors de persécutions. Rien n'est prouvé. Rien n'a été officiellement mis au jour. Dès la première ouverture, un courant d'air froid s'échappa de la cavité. L'intérieur fut préservé. Non pas complètement étanche, mais suffisamment isolé pour éviter un effondrement total. Une caméra avec éclairage a été insérée. Les images transmises à l'écran portable ont plongé tout le monde dans le silence. Il y avait une chambre rectangulaire. Les murs étaient alignés. Le sol était partiellement recouvert de débris. Et au centre, 5 formes allongées, recouvertes de sédiments, mais clairement organisées. Ils n'étaient pas dispersés comme les victimes d'un glissement de terrain.
Ils étaient disposés côte à côte. La découverte a été immédiatement classifiée. L'accès a été limité à l'équipe médico-légale. Mais quelqu'un a fait fuiter une image extraite de l'enregistrement. L'image, granuleuse et verdâtre à cause de l'objectif nocturne, montrait des silhouettes humaines parfaitement alignées. En moins de 24 heures, la photo est devenue virale. Le discours public a radicalement changé. L'accident ne semblait plus plausible. À l'intérieur de la chambre, l'équipe médico-légale a confirmé la présence de restes humains. Des traces de vêtements correspondant à ceux que portait le groupe en 1998. Des fragments de métal oxydés provenant probablement des appareils photos de Daniel et Lars. Mais quelque chose clochait. Aucun signe évident de l'écrasement chaotique typique d'un glissement de terrain n'était visible. Les squelettes étaient disposés de manière presque cérémonielle, les bras le long du corps, alignés parallèlement. Aucun signe immédiat de violence extérieure visible. Une analyse préliminaire suggère qu'il se trouvait déjà dans cette situation avant l'effondrement. Ethan avait toujours sur lui un GPS portable de 1998, un modèle avancé pour l'époque. L'appareil a été retrouvé près du port interne de l'appareil photo. Endommagé mais récupérable. S'il pouvait extraire des données, il pourrait confirmer s'il a réellement guidé le groupe jusqu'à cet endroit de son plein gré. La pression montait. Les familles ont exigé la transparence. La presse internationale a commencé à couvrir l'affaire. Des experts en histoire médiévale ont donné des interviews, émettant des hypothèses sur l'existence d'ordres secrets et de refuges clandestins. Mais à l'intérieur de la chambre, une autre découverte a intensifié le conflit. Sur le mur en face de l'entrée, il y avait des inscriptions. Il ne s'agissait pas de graffitis modernes. Cela ressemblait à de vieilles gravures, partiellement effacées par le temps. Amélie a décelé des motifs prélatins mêlés à des symboles paléo-chrétiens. Cela laisse supposer que la structure a été réutilisée au fil des siècles. Et au centre du mur, un symbole répété 5 fois, 5 marques. Espacement identique à l'alignement des corps. La possibilité d'une coïncidence devenait de plus en plus improbable. Le commandant des opérations souhaitait conclure rapidement les fouilles après l'identification formelle des restes. Amélie insistait sur le fait qu'interrompre l'étude détruirait un contexte historique crucial. Le conflit institutionnel s'est intensifié. Mais le plus gros problème restait à venir. L'équipe technique est parvenue à extraire des fragments de données du GPS d'Ethan. L'enregistrement final ne montrait aucun signe de désorientation. Il affichait les coordonnées saisies manuellement. Des coordonnées qui coïncidaient exactement avec la chambre souterraine. Et la dernière entrée enregistrée date d'avant la tempête. Cela signifiait que le groupe avait trouvé la structure par lui-même, et il y entra volontairement. La question n'est plus « que s'est-il passé pendant la tempête ?» C'est devenu « pourquoi sont-ils descendus là-bas et pourquoi se sont-ils retrouvés alignés au centre de cette salle, oubliés de l'histoire ?» La confirmation officielle que les restes appartenaient aux 5 touristes disparus a donné une nouvelle dimension à l'enquête, rendant chaque élément plus troublant. La première intrigue secondaire est apparue grâce à l'analyse des objets récupérés. Parmi les fragments métalliques retrouvés dans la chambre se trouvait l'appareil photo principal de Lars. Le corps était détruit, mais la carte mini-DV, partiellement protégée par le boîtier, a été envoyée à un laboratoire spécialisé dans la récupération de données. La vidéo récupérée était incomplète, mais les 23 dernières minutes étaient intactes. L'enregistrement montrait le groupe marchant sur un sentier étroit, hors des sentiers battus. Le temps était stable, le ciel nuageux mais sans orage. Daniel ouvrait la marche, tandis qu'Ethan consultait le GPS avec une fréquence inhabituelle. Claire semblait tendue. À un moment donné, la caméra a enregistré quelque chose qui a complètement modifié la perception de l'enquête. Une ouverture partiellement masquée par une végétation dense, aux contours qui ne semblaient pas naturels. Ils n'ont pas découvert cette structure par hasard. Ils la recherchaient. Une autre intrigue secondaire est apparue avec l'analyse des carnets de Claire, partiellement conservés dans un sac étanche. Parmi les notes concernant les ruines romaines, on trouvait des références plus anciennes,
des mentions d'une société religieuse dissidente du XIIIe siècle qui aurait utilisé des chambres souterraines pour la protection spirituelle et l'isolement rituel. L'historiographie officielle française mentionne à peine ce groupe. Les sources sont fragmentaires et considérées comme des légendes régionales. Mais un passage a retenu mon attention. Il faut que 5 personnes restent ensemble pour que le passage soit scellé. La phrase était soulignée. Il n'y avait pas de contexte. Entre-temps, la famille d'Ethan a révélé à la presse un fait jusque-là inconnu. Quelques semaines avant le voyage, il avait participé à des forums universitaires consacrés à la cartographie ésotérique médiévale. Il avait échangé des courriels avec des chercheurs indépendants qui croyaient à l'existence de structures souterraines liées à des phénomènes astronomiques. Cette information est devenue virale. Les théories du complot ont commencé à envahir les réseaux sociaux. Certains affirmaient que le groupe avait découvert quelque chose qui aurait dû rester secret. D'autres évoquaient un rituel collectif. Mais l'autopsie a révélé un élément encore plus troublant. Aucun signe évident de traumatisme physique mortel n'a été constaté au niveau des os. Aucune fracture compatible avec un écrasement mortel. L'hypothèse préliminaire indiquait une mort par asphyxie ou par manque d'oxygène à l'intérieur de la chambre scellée. Cela signifiait qu'ils étaient vivants lorsqu'ils ont été piégés. Mais pourquoi étaient-ils disposés de manière si symétrique? La troisième intrigue secondaire est née du terrain lui-même. Des capteurs ont détecté une seconde cavité reliée à la principale par un couloir effondré. Cette zone n'apparaissait pas sur les images de 1998. Après avoir cartographié l'ensemble du site, il est apparu clairement que la structure était plus grande qu'initialement prévu, comprenant plusieurs chambres interconnectées. Amélie commença à se demander si la pièce principale n'était qu'une partie de quelque chose de plus complexe. Entre-temps, Julien, l'analyste qui a découvert l'anomalie, a effectué une comparaison détaillée entre des images satellites prises quelques jours avant la disparition et des images capturées peu après la tempête. Il a découvert quelque chose de presque invisible à l'œil nu. Un motif circulaire temporaire au sol, près de l'entrée d'origine de la structure. 5 marques extérieures, disposées en cercle, exactement comme les symboles gravés sur la paroi intérieure. La tempête a effacé presque toutes les traces, mais l'alignement est resté mathématiquement précis. Cette découverte a créé des tensions au sein de l'équipe d'enquête. Si le groupe avait effectué un quelconque marquage extérieur avant d'entrer, cela indiquait une intention délibérée. Mais quel est le but? La pression médiatique a atteint un niveau international lorsque des images partielles de Lars ont fuité. Sur une image précise, quelques secondes avant que la caméra ne descende brusquement, une voix, qui n'appartenait manifestement à aucun des 5, semblait résonner en arrière-plan. Des experts audio ont analysé l'extrait. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une distorsion due au vent. D'autres ont affirmé qu'il existait un véritable schéma vocal. Le discours public était partagé entre explications rationnelles et hypothèses surnaturelles. Mais au sein de l'enquête officielle, une conclusion discrète commençait à se dessiner. Ils sont entrés de leur plein gré. Ils sont restés ensemble jusqu'à la fin. Et quelque chose les a conduits à organiser leur propre corps, ou à accepter cette position avant l'effondrement. La découverte de la seconde cavité a introduit un nouveau degré d'urgence. S'il y avait davantage de preuves intactes, ils pourraient enfin comprendre ce qui s'est passé dans les heures précédant la tempête. Mais creuser au-delà du point structurellement instable pourrait provoquer un effondrement supplémentaire. La décision devait être prise rapidement, et la moindre erreur pouvait anéantir les seules réponses restantes. La décision a été prise à l'aube. Malgré le risque structurel, l'équipe a autorisé l'ouverture contrôlée du couloir menant à la seconde cavité. Les ingénieurs ont installé des étais métalliques provisoires. Des capteurs de vibration ont été positionnés autour de la zone instable. L'opération serait rapide. Lorsqu'ils retirèrent les premiers blocs effondrés, ils constatèrent que le couloir n'était pas irrégulier comme on aurait pu s'y attendre d'une structure médiévale improvisée. Les murs présentaient des découpes précises, alignées avec une exactitude géométrique inhabituelle pour la période estimée.
Amélie resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Ce n'était pas un simple abri de fortune. C'était un projet intentionnel. Après 4 heures de travail minutieux, ils ont créé un passage juste assez grand pour insérer une caméra articulée. Ce qui est apparu à l'écran a complètement changé le cours de l'enquête. La seconde chambre était circulaire, contrairement à la première qui était rectangulaire. Au centre se dressait une structure de pierre surélevée, semblable à un autel ou à une estrade rituelle. Autour, 5 niches creusées dans le mur, équidistantes, l'entouraient. 5. Exactement comme les symboles répétés dans la première pièce. Mais ce qui a vraiment tout changé, ce n'est pas l'architecture. Voilà ce qui se trouvait sur la plateforme centrale. Un objet métallique, partiellement corrodé, mais reconnaissable. Un trépied moderne. Et au-dessus, une caméra vidéo supplémentaire. Pas celui de Lars. Autre. L'équipe resta immobile. S'il y avait une deuxième caméra, cela signifiait qu'une partie de l'histoire n'avait jamais été retrouvée. L'équipement a été retiré avec une extrême précaution. Le boîtier était endommagé, mais la bande interne semblait intacte. Pendant ce temps, Amélie examinait les niches des murs circulaires. Chacune portait des traces de suie, comme si des torches y avaient été placées récemment. Et non, il y a des siècles. Les analyses préliminaires ont révélé la présence de résidus de combustion remontant aux années 1990. Le groupe n'a pas seulement découvert la structure, ils l'ont utilisée. Lorsque la nouvelle cassette fut apportée au laboratoire, les attentes étaient immenses. La presse spéculait déjà sur des rituels et des sociétés secrètes. Mais personne n'était préparé à son contenu. La vidéo commençait à l'intérieur de la chambre circulaire. Daniel ajusta le cadrage. Lars était visiblement nerveux. Ethan consulta ses notes. Claire tenait quelque chose, peut-être un exemplaire de ses manuels d'histoire. Sophia demanda avec hésitation « Il en est sûr ?» La réponse n'était pas claire, mais elle venait d'Ethan. L'enregistrement a montré qu'ils avaient non seulement découvert l'entrée, mais qu'ils avaient également compris certains aspects de la structure avant de pénétrer dans la chambre principale. Dans la vidéo, Claire expliquait rapidement, sans ton mystique mais avec conviction, que cette société médiévale croyait que certaines structures fonctionnaient comme des chambres de conservation. Des lieux où les gens pouvaient se cacher pendant de longues périodes, isolés, temporairement scellés. Elle a désigné un mécanisme rudimentaire sur le mur, une sorte de système de verrouillage à contrepoids. Leur plan, apparemment, était de tester cette théorie. Rester à l'intérieur de la pièce principale pendant la tempête en utilisant cet espace comme abri naturel. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est l'effondrement partiel du toit. La vidéo s'est accélérée comme si elle avait été montée ou coupée. À un moment donné, l'enregistrement est devenu chaotique, de la poussière, des cris étouffés. La caméra tremblait, et puis le silence. Mais il restait une dernière ligne droite. Quelques minutes après l'effondrement, la caméra s'est stabilisée à nouveau. L'environnement était sombre, éclairé seulement par de faibles lampes torches. Ils étaient vivants, prisonniers. Daniel essayait d'enlever des pierres. Ethan examinait la structure. Claire parlait du manque d'air. Sophia suggérait d'économiser l'énergie. Lars filmait compulsivement. La vidéo s'est terminée par une décision collective. Ils s'allongeaient au centre de la chambre pour économiser l'oxygène et éviter la panique. Ils se sont positionnés côte à côte afin de réduire leurs mouvements et de maintenir une proximité thermique. La dernière image les montrait tous les 5 alignés, conscients, respirant lentement. L'enregistrement s'est arrêté là. Il n'y avait pas de rituel, il n'y avait pas d'entité, il n'y a pas eu de violence extérieure. La vérité était plus simple et plus dévastatrice. Ils se sont appuyés sur des connaissances incomplètes. Ils ont sous-estimé la fragilité structurelle et ils ont été capturés vivants. Mais il y avait un dernier détail auquel personne ne s'attendait. Dans les dernières secondes, avant que la bande ne soit complètement épuisée, la caméra a capté un son métallique lointain, comme si quelque chose bougeait au-delà du mur circulaire. Cela ne ressemblait pas à un effondrement. Cela ressemblait à un mécanisme.
Des analyses structurelles ultérieures ont confirmé que le système de contrepoids mentionné par Claire pouvait, en théorie, être activé de l'intérieur pour ouvrir un passage secondaire. Mais le passage était obstrué par des sédiments extérieurs. Si la tempête avait été moins intense, si l'effondrement avait été partiel, si quelqu'un était arrivé quelques jours plus tôt, l'affaire, qui semblait se diriger vers un dénouement tragique et accidentel, est redevenue inquiétante. Car il existait des preuves que la structure possédait une sortie fonctionnelle et quelque chose ou quelqu'un a peut-être tenté de le déclencher. La diffusion officielle du contenu de la deuxième cassette n'a pas été immédiate. La gendarmerie a tenté de garder la vidéo secrète, la qualifiant de document sensible pour les familles. Mais en moins d'une semaine, des extraits modifiés ont fuité. D'abord sur des forums spécialisés, puis sur les réseaux sociaux. Enfin, dans les principaux médias internationaux. Le récit a encore changé. Il n'y avait pas de secte, il n'y avait pas de rituel obscur, il n'y avait pas de meurtre. Il y avait un excès de confiance, il y avait une curiosité académique mêlée à de l'imprudence, et il y avait 5 personnes qui croyaient pouvoir contrôler un espace qu'elles ne comprenaient pas pleinement. Les familles ont réagi de différentes manières. Le frère de Daniel a donné une interview émouvante, expliquant qu'il avait toujours recherché la photo impossible. La sœur de Sofia a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'imprudence, mais d'une passion pour l'inconnu. Les parents d'Ethan ont été la cible de vives critiques en ligne, accusés par des complotistes de dissimuler quelque chose de plus grave. Parallèlement, des experts ont commencé à analyser le fonctionnement interne de la structure. L'hypothèse initiale était que la sortie secondaire pouvait être ouverte par un système de leviers internes, mais le couloir était complètement obstrué par les sédiments déplacés par la tempête. Même s'ils avaient trouvé le bon mécanisme, le blocage extérieur aurait probablement rendu toute tentative vaine. Pourtant, quelque chose tracassait les ingénieurs. Les capteurs structurels ont indiqué qu'une partie du système de contrepoids avait été activée peu avant l'effondrement total. Des traces récentes de frottements métalliques compatibles avec un mouvement interne ont été constatées. Cela signifiait que quelqu'un avait tenté d'activer la sortie. Mais la vidéo ne montrait pas cette tentative. L'enregistrement s'est terminé prématurément. L'absence de ce passage a alimenté de nouveaux doutes. Les théories refont surface. Montage intentionnel, endommagement d'une partie de l'enregistrement, un élément resté secret. Julien, l'analyste qui avait identifié l'anomalie sur les images satellites, a réexaminé les données historiques de 1988. Il s'est rendu compte que, 2 jours après la tempête, un satellite avait capturé un léger changement thermique dans la région. Une tache de chaleur résiduelle qui a duré quelques heures avant de disparaître. À l'époque, il était classé comme bruit atmosphérique. Or, cette coïncidence était troublante. Si le groupe était encore en vie 2 jours après l'effondrement, cela pourrait expliquer la variation de température. Mais les estimations médico-légales ont indiqué que l'oxygène aurait manqué avant cela. La marge était minime. Au fur et à mesure que l'enquête technique progressait, la réaction du public a explosé. Des documentaires ont été annoncés. Des podcasts ont consacré des saisons entières à l'affaire. Le hashtag lié à la disparition a généré des millions d'interactions. L'image des 5 personnes alignées est devenue un symbole viral, non pas d'un mystère surnaturel, mais d'une erreur humaine amplifiée par l'inconnu. Le docteur Amélie a été confronté à une conséquence d'un autre ordre. Certains membres de la communauté universitaire ont critiqué la fuite et la transformation de l'affaire en un spectacle médiatique. D'autres ont fait valoir que cette révélation avait attiré une attention sans précédent sur la préservation des sites historiques oubliés. Le gouvernement français a officiellement classé le site comme site archéologique protégé. Les fouilles ont été suspendues jusqu'à la stabilisation complète du terrain, mais une analyse finale a ravivé les tensions. À l'intérieur de la chambre circulaire, près de la base de la plateforme centrale, une marque a été découverte qui n'était pas visible lors de l'inspection initiale. C'était récent.
une profonde rayure dans la pierre avec des résidus métalliques compatibles avec l'utilisation d'outils modernes. La datation indique qu'il a été fabriqué après 1998. Quelqu'un était présent après la disparition. Aucun compte-rendu officiel d'expédition dans la région n'a été retrouvé pendant 2 décennies. Si la marque n'appartenait pas à l'équipe d'origine, cela signifiait que quelqu'un d'autre avait découvert la structure et ne l'avait pas signalée. Cette révélation n'a pas été rendue publique immédiatement. Mais au fil de l'enquête, la tragédie accidentelle a commencé à prendre une autre tournure. Si quelqu'un était présent avant la redécouverte officielle, pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Et pourquoi a-t-il laissé la structure scellée? La découverte de la récente rayure sur la pierre a une fois de plus réorienté l'enquête. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre le passé, mais aussi d'envisager la possibilité d'une négligence dans le présent. La gendarmerie a créé une équipe parallèle et discrète pour enquêter sur les mouvements de population dans la région entre 1998 et 2018. Dossiers de randonneurs, autorisation environnementale, opérations de sauvetage non officielles, rien ne semblait anormal au premier abord. Mais Julien ne pouvait pas ignorer les données. Il a réexaminé non seulement les images de 1998, mais aussi des clichés intermédiaires des années suivantes. En 2003, 5 ans après la disparition, un détail presque imperceptible est apparu. Une légère modification de la végétation au-dessus de la chambre circulaire. Il ne s'agissait pas de fouilles importantes, mais plutôt d'un simple débroussaillage localisé, trop petit pour attirer l'attention à l'époque, assez grand pour suggérer une présence humaine. Julien, qui n'était au départ qu'un analyste technique, a commencé à dépasser son rôle initial. Il passait des nuits à recouper des données publiques, des archives d'alpinisme, d'anciens forums d'exploration urbaine et des travaux d'archéologie amateurs. C'est ainsi qu'il a trouvé un indice inattendu. Sur un forum internet obscur de 2004, un utilisateur anonyme a rapporté avoir trouvé une pièce en pierre scellée dans les montagnes françaises, mentionnant des symboles anciens et 5 ombres silencieuses sous la roche. À l'époque, cette histoire était considérée comme une fiction. L'utilisateur n'a plus jamais rien publié. Julien a transmis l'information à la gendarmerie. L'adresse IP d'origine était impossible à retracer après tant d'années, mais le langage utilisé dans le message correspondait à celui d'une personne ayant des connaissances techniques en géographie. Parallèlement, Amélie vivait sa propre transformation. Au départ, elle considérait l'affaire comme un simple site archéologique pertinent. Plus tard, comme une tragédie historique. À présent, elle comprenait qu'elle était confrontée à quelque chose de plus complexe, un point de rencontre entre curiosité académique, responsabilité institutionnelle et éthique humaine. Elle a insisté pour que toutes les données soient rendues publiques, y compris la marque récente sur la pierre. La décision a suscité la controverse, mais lorsque l'information a été révélée, la réaction a été immédiate. Internet a de nouveau explosé. Si quelqu'un était présent des années avant la redécouverte officielle et a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, cette personne a choisi de ne pas agir. Le récit ne se limite plus à l'erreur des 5 touristes. Il s'agissait d'omission. La pression publique a forcé la réouverture complète de l'enquête, non seulement en tant qu'enquête historique, mais aussi en tant qu'enquête sur une possible erreur humaine suite à la disparition. Julien, qui avait débuté comme observateur technique, est devenu une figure centrale. Son travail sur les images historiques a été réexaminé par des équipes indépendantes. Il a alors commencé à collaborer officiellement à l'enquête. Pour la première fois depuis 1998, l'histoire n'était plus confinée au passé. Elle était active. Entre-temps, les familles se sont unies dans une action commune, exigeant une transparence totale. Elles ne cherchaient pas de coupable facile, elles voulaient des réponses définitives. L'analyse structurelle définitive a abouti à une conclusion technique importante. Le mécanisme de sortie interne aurait pu être libéré manuellement, mais le blocage externe aurait nécessité une intervention extérieure pour être complètement éliminé.
Si quelqu'un avait découvert la structure des années plus tard, il aurait encore été possible d'accéder à une partie de la chambre circulaire, mais pas à la chambre principale. Voilà qui explique la récente égratignure. Quelqu'un entra dans la deuxième chambre. Quelqu'un a aperçu le quai central. Vous avez peut-être remarqué que le passage était bloqué, mais le projet n'a pas progressé. Il n'a pas creusé, il n'a pas prévenu les autorités. Cette découverte a modifié l'impact émotionnel de l'affaire. La tragédie de 1998 a commencé à se mêler à une question morale. Combien d'occasions de découverte ont été perdues à cause du silence? Julien a remarqué quelque chose d'encore plus troublant. En relisant le message anonyme de 2004, l'auteur a mentionné avoir entendu un son métallique profond, comme quelque chose qui réagissait encore à la présence humaine. Le même type de son a été enregistré dans les dernières secondes de la bande. Si le mécanisme réagissait encore, des années plus tard, cela signifiait que la structure n'était pas complètement inerte. Cela a renforcé l'idée qu'à un moment donné après la disparition, la sortie aurait pu être partiellement fonctionnelle. L'affaire n'était plus seulement une histoire d'imprudence. Cela s'est transformé en une réflexion sur la responsabilité collective. Amélie, qui se consacrait auparavant exclusivement à la préservation du patrimoine historique, commença à plaider pour des protocoles plus stricts encadrant l'exploration des zones non répertoriées. La tragédie devint un argument en faveur d'une réforme institutionnelle. Julien, qui avait commencé par analyser des pixels sur un écran, voyait désormais le poids humain derrière chaque donnée. Cette évolution n'était pas seulement personnelle, c'était un effort collectif. L'histoire des 5 touristes n'était plus un mystère isolé dans les montagnes. C'était un miroir public reflétant la curiosité, le silence et les conséquences. Et la dernière étape restait à venir. Découvrez qui était là avant vous et pourquoi. L'enquête entra dans sa phase la plus délicate lorsque la gendarmerie décida de rendre public un détail resté secret jusque-là. Le message anonyme de 2004 serait officiellement considéré comme une piste active. La réaction fut immédiate. Des émissions de télévision ont reconstitué l'ancien forum. Des experts en linguistique numérique ont analysé le vocabulaire employé. Le texte ne semblait pas être l'œuvre d'un adolescent en quête d'attention. On y trouvait des termes techniques corrects concernant la formation rocheuse et l'orientation topographique. Julien est retourné aux images satellites, se concentrant cette fois exclusivement sur la période entre 2002 et 2006. En ajustant le contraste, le spectre thermique et la profondeur des ombres, il a identifié un élément crucial. En septembre 2003, pendant 3 jours consécutifs, un petit sentier temporaire s'est ouvert dans la végétation dense, recouvrant la zone de la chambre circulaire. Ce n'était pas une piste animale. C'était trop simple, et elle a disparu dans les images suivantes. La police a recoupé les registres des autorisations de vol. Les drones étant encore rares à l'époque, l'analyse a porté sur les hélicoptères privés. Un seul vol non gouvernemental a survolé la zone durant cette période. Un hélicoptère loué par une société de production indépendante filmant des paysages alpins. Le nom du directeur responsable figurait dans les registres. Marc Delorme. À l'époque, il produisait des documentaires environnementaux à petit budget. Convoqué pour témoigner, Delorme a d'abord nié toute visite en dehors des zones autorisées. Mais confronté à des images satellites agrandies et aux messages publiés sur le forum, il a changé de version. Il a demandé à s'exprimer en présence d'un avocat. La pression médiatique s'intensifiait. L'affaire avait déjà franchi les frontières françaises. Les plateformes numériques ont transformé l'histoire en une série d'enquêtes suivies en temps réel par des millions de personnes. Le témoignage de Delorme a été recueilli sous couvert de confidentialité partielle. Il a admis que, lors du tournage en 2003, un guide local lui avait parlé d'une étrange ouverture, hors du parcours prévu. Piqué par la curiosité, Delorme avait décidé de l'explorer avec 2 assistants. Ils ont découvert l'entrée partiellement exposée suite à l'érosion naturelle. Ils ne sont descendus que jusqu'à la chambre circulaire.
Il a déclaré que la zone semblait instable et que face à un risque structurel, ils avaient choisi de partir immédiatement. Mais il y avait des incohérences. Il a décrit la plateforme centrale, il a décrit des symboles, et il a décrit le sentiment que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait vu des restes humains, il a hésité. Il a déclaré que les choses n'avaient pas suffisamment progressé pour être confirmées. Mais les images satellites indiquaient un séjour de près de 6 heures dans la zone. Trop de temps pour une simple inspection visuelle. L'analyse de leur ancien matériel a révélé quelque chose d'encore plus significatif. Dans sa collection personnelle se trouvait une cassette mini-DV sans identification claire. Datée de septembre 2003, la bande a été saisie. La tension publique a atteint un nouveau niveau lorsque l'existence de cet enregistrement a été confirmée. L'éventualité que quelqu'un ait vu des preuves de la disparition du groupe et ait choisi de garder le silence a suscité une indignation collective. Parallèlement, des capteurs structurels ont révélé une instabilité croissante dans la chambre principale suite aux récentes fouilles. Le temps pressait pour obtenir des réponses définitives. Si la structure venait à s'effondrer complètement, toute preuve restante serait perdue à jamais. L'équipe devait agir vite. Le contenu du film de 2003 serait décisif. Une fois restauré, l'enregistrement montrait Delorme et ses assistants descendant dans la chambre circulaire. Des lanternes illuminaient la plateforme centrale. Puis, la caméra a effectué un léger panoramique vers le passage partiellement obstrué menant à la caméra principale. Pendant une fraction de seconde, à travers une étroite ouverture entre les sédiments, quelque chose était visible. Une surface propre, peut-être du tissu. Peut-être les corps eux-mêmes. Delorme s'approcha. La vidéo a capturé un son métallique, le même son que celui entendu sur la cassette de 1988. Un de ses assistants a suggéré d'enlever une partie des débris. Delorme a refusé. Il a déclaré que la structure était trop instable. Il leur a ordonné de partir. L'enregistrement s'est interrompu brusquement. Il n'a pas prévenu les autorités. Il n'a fait état d'aucune découverte. Il n'a pas mentionné le lieu dans des interviews ultérieures. Sa justification officielle était la crainte d'être tenu pour responsable juridique d'avoir pénétré sans autorisation dans une zone protégée. Mais pour le public, le récit était plus simple. Il avait eu l'occasion de révéler la vérité des années auparavant, et il choisit le silence. L'enquête était sur le point de le confronter formellement lorsque des capteurs ont détecté des microfractures accélérées dans la chambre principale. La structure pourrait s'effondrer à tout moment. Si quoi que ce soit d'autre restait caché au-delà de ce qui avait déjà été trouvé, ce serait la dernière occasion de le découvrir. La montagne qui avait gardé le secret pendant 20 ans était sur le point de décider si elle allait révéler les réponses définitives ou tout enfouir à jamais. Les capteurs ont commencé à se déclencher à 6h17. Micro-vibrations supérieures au seuil de sécurité, légers déplacements internes. La montagne s'affaissait. L'équipe technique a indiqué qu'il ne restait que quelques heures, tout au plus, avant l'effondrement irréversible de la chambre principale. Si des preuves supplémentaires existaient, outre les corps et les enregistrements déjà retrouvés, c'était la dernière chance. La décision fut immédiate, une incursion finale. Amélie a insisté pour y aller. Le commandant a hésité, mais a finalement autorisé une équipe réduite avec du matériel léger et un délai d'intervention strictement limité. Julien est resté à l'extérieur, surveillant les données structurelles en temps réel. L'objectif était simple, vérifier le mur opposé au corps, d'où semblait provenir le son métallique sur les enregistrements de 1988 et 2003. À l'intérieur de la chambre, l'air était lourd, imprégné d'histoire et de poussière. La lumière artificielle révélait les 5 formes qui avaient déjà disparu, ne laissant que les marques nettes sur le sol où elles s'étaient alignées pendant 20 ans. Amélie se dirigea vers le mur circulaire qui menait au passage secondaire. Mais le mécanisme, un système de contrepoids encastré dans la pierre, partiellement corrodé, mais encore intact. Contrairement aux hypothèses initiales, ce mécanisme ne servait pas uniquement à ouvrir la sortie. Elle fonctionnait comme une scelleuse
automatique. Plus le poids appliqué à la plateforme centrale de la chambre circulaire est important, plus la pression exercée sur le mécanisme de verrouillage interne est grande. 5 personnes allongées au centre de la pièce principale. 5 poids répartis. La structure a été conçue pour réagir à cela. Julien, qui se trouvait à l'extérieur, a remarqué un changement soudain au niveau des capteurs. Il y a un mouvement interne dans le système métallique. Amélie s'approcha du mécanisme et illumina la base inférieure. Il y avait là quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Une inscription supplémentaire, presque effacée, proche pour préserver. Ce n'était pas une prison improvisée. Il s'agissait d'une chambre d'isolement volontaire. Pendant des siècles, il a probablement servi lors de persécutions ou d'épidémies, un lieu où les gens se réfugiaient pour se protéger, en s'enfermant à l'intérieur. La tragédie a pris une nouvelle dimension. Lorsque le groupe a décidé de s'allonger ensemble pour économiser l'oxygène, ils ont involontairement activé tout le système de verrouillage. L'effondrement provoqué par la tempête a non seulement bloqué la sortie extérieure, mais a également renforcé l'étanchéité intérieure. Mais ce n'était pas tout. En examinant la face inférieure de l'engrenage, l'équipe a trouvé des marques d'impact métallique récentes, compatibles avec une tentative d'activation forcée depuis la chambre circulaire. Pas de 1998, à partir de 2003. Marc Delorme n'a pas seulement vu le passage, il a essayé de forcer le mécanisme. Le son métallique capté sur sa bande était la réaction du système à un mouvement extérieur. Mais comme le poids interne avait déjà déclenché l'étanchéité maximale des années auparavant, le mécanisme n'a pas libéré l'ouverture. Il n'entendait rien de mystérieux. J'écoutais une structure réagir à son propre système de préservation. La montagne trembla de nouveau. Des fragments ont commencé à tomber du plafond. Julien a crié dans la radio. 2 minutes maximum. Amélie a fait quelque chose d'impulsif. Il a concentré un poids sur la plateforme centrale de la chambre circulaire, simulant ainsi une redistribution des masses. Le système interne a réagi. Un craquement métallique retentit. Le mur relié à la chambre principale a subi un léger déplacement latéral. Pendant une fraction de seconde, une étroite fissure s'est ouverte entre les roches effondrées. À l'intérieur de la fissure, quelque chose brillait à la lumière. Un objet jamais vu auparavant. L'équipe a rapidement pris contact avec nous et s'est retirée. C'était le GPS d'Ethan, pas celui près de l'entrée, mais un autre appareil de secours, coincé sous les débris. Lorsqu'ils quittèrent la pièce, quelques secondes plus tard, une partie du plafond s'effondra complètement. L'entrée était scellée par des tonnes de roches. La montagne décida de mettre fin à l'histoire. À l'extérieur, une fois le signal GPS récupéré, les techniciens ont pu extraire une dernière donnée qui n'avait pas été accessible auparavant. Une saisie manuelle a été insérée quelques minutes avant l'enregistrement final de 1988. Coordonnées autres que celles de l'entrée, mais depuis une autre structure, à près de 4 kilomètres de là, une deuxième chambre souterraine, pas médiévale, mais militaire, datant de la Seconde Guerre mondiale. Éventuellement reliée par un réseau souterrain plus étendu. L'histoire ne s'est pas terminée par de l'imprudence, même pas par omission. Le groupe a peut-être découvert quelque chose de plus important. La décision de rejoindre la première structure n'était peut-être pas uniquement motivée par la curiosité académique. Peut-être suivait-il des indices qui allaient au-delà des légendes religieuses. L'affaire, qui semblait enfin avoir été élucidée, redevenait explosive. Et maintenant, il y avait de nouvelles coordonnées. De nouvelles images satellites ont immédiatement commencé à être analysées. En moins de 24 heures, une forme géométrique distincte a été identifiée au point indiqué par le GPS. Lorsque la découverte a été révélée, Internet s'est effondré collectivement. Le mystère qui avait débuté en 1998 n'avait pas été résolu par la montagne. Il avait simplement changé d'endroit. La publication des nouvelles coordonnées a transformé ce qui était autrefois une tragédie historique en un phénomène mondial en temps réel.
Moins de 12 heures après l'extraction des données GPS cachées d'Ethan, les communautés en ligne avaient déjà recoupé des cartes militaires de la Seconde Guerre mondiale avec des images satellites récentes. L'emplacement indiqué se situait dans une zone encore plus reculée des Alpes françaises, loin des sentiers touristiques, à proximité d'une ancienne zone stratégique utilisée pendant l'occupation allemande. Des documents militaires déclassifiés ont confirmé l'existence d'installations de stockage souterraines construites entre 1943 et 1944. Certaines ont été officiellement détruites après la guerre. D'autres ont simplement été scellées et oubliées. Ce que personne n'avait prévu, c'est que l'un de ces dépôts était relié par des tunnels naturels et artificiels à l'ancien complexe où les 5 touristes ont été retrouvés. L'enquête officielle a été immédiatement élargie. Cette fois-ci, l'opération a été planifiée avec une extrême prudence structurelle et une transparence totale. Des retransmissions en direct ont montré des experts analysant des cartes historiques. Des ingénieurs ont étudié le risque d'effondrement. Archéologues et historiens ont collaboré. Marc Delorme a été formellement inculpé pour avoir dissimulé des informations pertinentes dans une enquête sur une disparition. Sa défense a invoqué la peur et l'incertitude structurelle. Mais pour l'opinion publique, le constat était clair. Il avait la possibilité d'anticiper les réponses et a choisi le silence. Pendant ce temps, Julien assistait au déroulement d'un événement bien plus important. Le nouvel emplacement indiqué par le GPS révélait une entrée partiellement visible sous une végétation dense. Contrairement à la première structure, celle-ci était en béton armé, une caractéristique des installations militaires du XXe siècle. En accédant à la zone, l'équipe a découvert un entrepôt abandonné et partiellement inondé, contenant des caisses métalliques détériorées et du matériel ancien. Mais l'élément décisif ne résidait pas dans les boîtes. C'était affiché sur les murs, cartes, dessins techniques et des relevés cartographiques dessinés à la main. Parmi eux figurait un croquis qui montrait clairement la structure médiévale reliée à l'installation militaire par un tunnel secondaire. Cela expliquait quelque chose de fondamental. Le groupe de 1998 n'avait pas choisi l'ancienne chambre par simple curiosité historique. Il suivait un réseau de liaisons souterraines. Ethan, de par son intérêt pour la cartographie historique, a peut-être identifié des schémas reliant les archives médiévales et les cartes militaires modernes. La structure médiévale ne constituait que la première couche. Le soldat était le deuxième. Mais le tunnel reliant les deux s'était effondré des décennies auparavant, rendant la traversée impossible. La tragédie a été comprise sous un jour nouveau. Il pensait avoir trouvé un abri temporaire. Peut-être avait-il prévu de poursuivre l'exploration après la tempête. Peut-être documentait-il quelque chose d'inédit concernant les réseaux souterrains historiques des Alpes. Mais la combinaison d'un ancien mécanisme d'étanchéité, d'un poids involontairement réparti et d'un effondrement naturel a transformé cette découverte en piège. La montagne n'avait rien de mystique. C'était un problème mécanique. L'histoire est devenue virale, à un niveau sans précédent. Des extraits des 2 enregistrements, 1998 et 2003, ont circulé dans le monde entier. Des documentaires ont été diffusés quelques semaines plus tard. Les universités ont commencé à étudier l'affaire comme un exemple de l'intersection entre l'archéologie, l'imprudence en matière d'exploration et la responsabilité civile. Le gouvernement français a annoncé de nouvelles directives pour l'exploration des zones non répertoriées, exigeant un enregistrement et un suivi technique obligatoire. Les familles ont enfin reçu ce qui leur avait manqué pendant 20 ans, une chronologie claire des événements. Ce n'était pas surnaturel, ce n'était pas un complot, c'était une suite de décisions humaines, certaines curieuses, d'autres imprudentes, une omise, amplifiée par l'architecture antique et la force de la nature. Julien a visité le site quelques mois plus tard, celui-ci étant désormais stabilisé et transformé en zone d'études restreinte. Il n'y avait plus de corps. L'alignement n'avait plus rien de mystérieux, il y eut un silence,
Mais ce n'était pas le même silence qu'en 1988. C'était un silence qui contenait des réponses et une leçon claire. La recherche de l'inconnu exige du courage, mais elle exige aussi des limites. Et lorsque ces limites sont ignorées, que ce soit par curiosité, ambition ou peur, l'histoire ne disparaît pas, elle attend. Et lorsqu'il réapparaît, il peut être encore plus puissant que le mystère lui-même. 2 ans après leur redécouverte, les structures souterraines des Alpes furent officiellement répertoriées comme un complexe historique interconnecté réunissant des strates médiévales et militaires en un seul système oublié par le temps. L'endroit n'a jamais été ouvert au tourisme, mais une réplique numérique en 3D a été mise à la disposition du public, permettant à chacun d'explorer virtuellement les couloirs où tout s'est déroulé. Les 5 silhouettes alignées cessèrent d'être un symbole de mystère et devinrent un symbole de responsabilité. Et dans les montagnes de France, le vent continue de passer à travers les rochers, non pas comme un secret caché, mais comme le souvenir impérissable d'une découverte qui a tout changé. Cette histoire illustre comment la curiosité, le savoir incomplet et les décisions humaines peuvent bouleverser un destin à jamais. Ce qui avait commencé comme une mystérieuse disparition en 1988 s'est transformé, 20 ans plus tard, en une enquête révélant des pans cachés de l'histoire et de la nature humaine elle-même. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place? Seriez-vous entré dans la chambre? Les auriez-vous dénoncés en 2003? Croyez-vous qu'il existe encore des structures cachées qui attendent d'être découvertes? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Votre théorie pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. Et si vous aimez les histoires vraies, les mystères résolus et les enquêtes surprenantes, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains cas.